Guénolé, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Data Sommelier. Et j'avais croisé certains de tes collègues lors du user group Dremio. Et j'avais trouvé certains use cases très intéressants et je m'étais dit, tiens, il faut absolument les partager avec la communauté data. Et de fil en aiguille, voilà, tu es arrivé dans la boucle de discussion Exactement, oui. et tu t'es proposé volontaire pour parler d'accès à la donnée, de data fédération et de self-service dans un grand groupe qu'on connaît Avec tous, un plaisir. Michelin. Je crois que, voilà, je pense que c'est une marque que tout le monde connaît. Et donc, très content de t'accueillir ici pour parler un Merci, peu ouais, de en tout cas, merci pour technologie. l'invitation. Donc, écoute, à toi le micro. Tu as préparé quelques slides. On est Yes. ensemble pour 30-40 minutes. Et au fil de la discussion, j'aurai certainement des questions sur ce que tu vas montrer. Donc, ouais, rapidement, Gwenolé Prié, à l'architecture d'entreprise chez Michelin. Alors, depuis 1 an maintenant, sur les sujets data, donc principalement focus sur la partie analytics. Voilà. Depuis 1 an sur ces missions-là. Effectivement, on a chez nous un usage de Dremio qui est croissant de l'outil. Donc, effectivement, après, on peut se retrouver rapidement dans des user groups ou autres événements de ce type, à parler de l'outil, à parler des difficultés qu'on a aujourd'hui, pas forcément avec l'outil, mais plutôt avec le positionnement dans nos plateformes, parce on a la chance et la malchance d'avoir pas mal de plateformes chez nous, de plateformes data, à la fois du prem, du cloud, pas mal de choses, donc une architecture assez hybride. Et comme j'avais pu te le dire dans d'autres discussions, toutes ces plateformes fonctionnent très très bien lorsque tu restes focus sur ta plateforme, ton écosystème, et dès que tu penses à niveau entreprise, et ça c'est le rôle de l'architecture d'entreprise, c'est assez compliqué d'avoir des choses qu'on va dire sous le terme fédération, donc être capable d'accéder à la donnée depuis une plateforme vers une autre, et pas mal de choses on va en parler après, mais que l'architecture Lakehouse, la promesse d'une architecture Lakehouse avait, et qu'aujourd'hui, la réalité, elle est toujours un peu plus complexe que ça. Oui, avec toute la problématique d'une grande entreprise comme Michelin qui doit être silotée certainement, hein, en termes d'application, de domaine. Ah oui, Et on va commencer rapidement avec les parties usines. Et une de nos plateformes data, si on peut appeler ça une plateforme, on a 70 instances, une dans chaque usine Michelin. voilà, donc le problème du silo, hein, qui est présent dans toutes les grandes entreprises, et voir Exactement. comment, eh bien, on arrive à surmonter ces problèmes-là. Et donc, alors un petit tour d'horizon. Quand je disais qu'on avait quelques plateformes, là j'en ai sélectionné, on va dire 4. Il y en a bien plus que ça. On a des trucs de plus ou moins grande taille, etc. Mais si on doit faire un focus sur ces 4 grandes-là, on en a une première qui est la stack corporate. Principalement tu vas retrouver dedans les données des fonctions support, finance, marketing, sales, supply chain, les données d'environnement, etc. Un peu tout autour du support, principalement une stack cloud basée sur une stack Azure. Et alors chez nous, on a une classification des données suivant la confidentialité qui vient de D1 à D3, parfois opposée à certaines façons de décrire ces niveaux de confidentialité dans d'autres entreprises, mais chez nous, D1 étant le plus secret, le joyau de la couronne, ce qu'on ne veut absolument pas mettre ni dans du cloud américain ou un cloud tout du moins extra-européen, et qui en cas de fuite, aura un impact significatif, soit sur l'image, soit directement sur les secrets ou financiers. Et D'accord. ensuite, on a du D2, D3. D2, à partir de D2, en général, on peut commencer à aller discuter avec du cloud américain, pas trop de soucis. Et du D3 D'accord. ensuite, qui est Open Michelin. D'accord, donc du plus secret, D1 au Exactement. plus permissif, public, D2, D3. Et tu retrouves cette hiérarchie ici dans cette première slide avec la partie haute. Donc, on va faire un premier focus dessus. C'est là où aujourd'hui on avait une exposition de la donnée via Dremio, D'accord. et ça a été en fait l'accélérateur. Il y a quelques années, Michelin a eu la volonté de devenir une compagnie data-driven. Et pour ce faire, c'est appuyé sur des partenaires clés qui étaient Microsoft avec une stack Azure, Azure Databricks, aujourd'hui Databricks principalement, et une couche d'exposition de Dremio, car à l'époque, pour exposer ta donnée qui était dans du stockage type ADLS, tu avais besoin d'un outil comme ça pour avoir du filtrage, de la sécurité, du lineage, et pouvoir t'assurer que l'exposition des données est faite de façon propre.
D'accord. Le choix, de Dremio remonte à quand environ pour situer un petit peu dans Les l'histoire? premiers POC ont été menés en 2021 sur l'outil. Un démarrage comme tout POC, périmètre plutôt limité, et ensuite la maturation et notre compréhension de l'outil a fait que d'année en année, l'usage a augmenté. On a un programme en interne chez Michelin qui promeut l'accès à la donnée, qui promeut l'exposition de la donnée et cette mise à disposition. Et elle s'appuie aujourd'hui sur Dremio pour exposer, alors on verra après les chiffres, mais quelques centaines de data products avec pas mal d'utilisateurs mensuels distincts. Donc non, un bon usage de Dremio, et on a quand même quelques trucs à remonter, Ouais, donc principalement overlap avec les outils aujourd'hui. d'accord, donc quelques années quand même de retour et d'expérimentation, Yes. enfin et de production de vraie prod, autour du produit, hein? Exactement. Et quand je dis donc du coup, bon, on pourra faire un premier focus sur Dremio et son positionnement initial, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui sur cette stack cloud. Et ensuite, on a d'autres stacks qui ont, comme toute plateforme data, en général, elles sont opinionnées. Elles répondent à un certain type de use case pour un certain usage. Et donc, on a une plateforme autour de Snowflake qui n'a pas une architecture Lakehouse. On n'utilise pas, par exemple, de l'iceberg ou du Delta pour du stockage, mais vraiment flocon de neige, orienté, en fait, le data warehouse à l'échelle promesse initiale de Snowflake. Et donc là, c'est aussi une architecture cloud orientée sur les données les moins sensibles, même si des deux commencent à être sensibles, et plutôt sur les données d'usage du pneu. Donc voilà, c'est pour Ouais, ça qu'elle est opinionnée, c'est plutôt IoT, données d'usage. Voilà. Euh, d'accord. la fameuse stack qui est une grosse stack énorme, la production, on peut appeler ça on-prem, qui se base donc plutôt sur OSIsoft Aveva Pi, donc plutôt en fait derrière les machines, récupérer toutes les données machines, les données de production, d'opération, les remonter dans des factory data warehouse, donc des bases de données en local. On a 70 instances, donc c'est pas D'accord. facile à maintenir. Ouais. Et D2, D3 à l'échelle de l'usine. Et en fait, dès qu'on commence à agglomérer ces données et que tu commences à avoir une vue complète sur toute la stack, ça commence à être un peu sensible. Et donc, en fait, cette stack qui est aujourd'hui on-prem est en train de migrer de façon distincte. Les données qui sont réellement D2, D3, donc les moins sensibles, on va les migrer sur la stack cloud qu'on a en haut en jaune. Et D'accord. les données les plus sensibles, elles vont faire probablement une convergence avec la stack basse autour d'OVH et leur approche Secnum Cloud, sur lesquelles on s'appuie aujourd'hui pour essayer de démontrer la valeur de la plateforme et d'avoir une stack de plus en plus cloud, mais sécurisée. D'accord, donc projet souverain sur les stacks basses avec, OVH. Bon, Et ben, qui est un sujet du moment, si ouais. du Vivatech et compagnie, il y a une grosse partie aujourd'hui des conférences qui sont autour de la partie souveraineté. Ben, très content pour OVH, effectivement de voir un client comme, Michelin, être, voilà, client d'infrastructure, hein, c'est top. Exactement. Et donc, écoute, on va faire un petit premier focus sur la stack haute. Là où on a, nous, introduit Dremio donc, en 2021. Principalement, cette plateforme, alors, elle suit un pattern assez classique qui a été initié, inventé, enfin renommé tout du moins par Databricks au niveau de l'architecture Médaillon, qui est en fait une architecture multi-hop. Et on a une structuration, on va déposer dans notre ADLS des données RAW, le bronze, tout ce que tu peux sortir des machines, sortir de tes ERP et compagnie, avoir un multi-hop qui s'appuie principalement sur du format de stockage Delta, donc initialement le format Databricks, et donc on utilise Databricks pour faire à peu près toutes les transformations dedans. Et une fois qu'on a toutes ces données qui ont été transférées et nettoyées, rendues de plus en plus Mmh. utilisable à l'intérieur de la stack, vraiment du stockage physique. On expose ces données-là. Alors aujourd'hui, on a deux façons d'exposer. On a encore des gens qui se connectent directement à la DLS et qui consomment la donnée de là. Ça nous pose doucement des problèmes sur la sécurisation des données. D'accord. Les outils comme Dremio, Databricks, aujourd'hui, amènent beaucoup de fonctionnalités autour du row-level security, être Ouais. capable de faire de la back, de l'airbag et des choses comme ça. Et quand tu laisses l'accès à la donnée directement, tu perds un peu cette traçabilité et cette sécurisation des données. Et voilà, tu perds en granularité de gouvernance. Ah, mais tu perds beaucoup dans beaucoup de domaines. Et donc, Dremio était justement là pour apporter cette couche d'exposition vraiment orientée self-service, c'est-à-dire que quand tu te connectes aujourd'hui à Dremio, tu as la possibilité de découvrir rapidement tes produits qui a quand même. Tu peux faire une orientation type data mesh, c'est-à-dire que tu peux donner la main aux data office qui ont leurs experts du domaine, qui vont définir les roadmaps à l'intérieur de l'outil, vont se dire
tiens, pour le domaine finance, sales, marketing, j'ai besoin de ces produits-là data, donc ces datasets ou cette somme de datasets pour répondre à des usages un peu groupes. Et en fait, Dremio est parfait pour ça. Tu peux créer tes namespaces, tes folders, les sécuriser suivant les bons groupes de l'AD qui t'intéressent. Et donc, aujourd'hui, dans Dremio, on se retrouve avec à peu près une centaine de produits data, avec donc sous l'égide du programme Data Ready to Use Experience qui s'appelle Drux chez nous. Justement, c'est ces domaines orientés support qui se disent tiens, dans mon domaine, j'ai besoin de ce genre de produit et je traite ma data comme un produit. Je gère son cycle de vie, je gère l'usage et pourquoi je le crée. Et effectivement, par mois, aujourd'hui, on a à peu près 500 utilisateurs distincts sur la plateforme Dremio pour faire du Power BI principalement. Pour être consommé dans du Databricks, on a des gens qui font de l'exploration, que ce soit des data scientists ou n'importe quel profil, qui vont reconsommer les données de Dremio. Et après, n'importe quel usage. Aujourd'hui, Dremio, justement, c'est un peu la porte d'entrée pour découvrir la data, pour faire du big data aussi. Excel étant limité à 1 million de lignes, au bout d'un moment, il faut faire autre chose que du Excel. Donc voilà, il y a une transformation aussi côté end-user pour découvrir les outils un peu modernes de BI et compagnie. D'accord. Et donc, le profil des utilisateurs, c'est plutôt business, c'est ça? C'est les gens du métier? Oui, c'est la plateforme, finalement, toute la partie construction qui est plutôt orientée chez nous dans les feature teams, les équipes de développement, elle travaille dans Databricks, pour cette stack-là en tout cas. Et la partie exposition de Dremio, le consommateur derrière, aujourd'hui, effectivement, c'est du business principalement. D'accord. Et dans la constitution des data products, il y a l'implication des métiers, c'est ça? C'est Exactement. des équipes communes, hein? Exactement. On va regarder, tiens, on va passer rapidement du coup sur la slide 2. En fait, l'architecture à l'intérieur, l'ordonnancement des données côté Dremio, on a un pattern qui fait que quand tu te connectes à la plateforme, tu vas retrouver après 17 domaines ou jusqu'à 42, dépendant de si tu fais un domaine, un sous-domaine ou si tu rentres tout au niveau 0. Mais grosso modo, voilà, tu vas retrouver la liste des domaines qui sont gérés par les data office. Donc là, c'est les métiers qui ont un data office. On a un data office pour la recherche et développement, un pour le manufacturing, un pour les services, la partie support. Et donc, ces domaines-là ont leur data owner, leur data steward et compagnie, et vont définir leur roadmap, définir les produits dont ils ont besoin. Et on a en toute transparence dans la société, chez Michelin, un portail pour aller découvrir quels sont les produits data qui arrivent cette année. Et donc, c'est ce qu'on retrouve un peu en bas. On a une synchronisation entre la roadmap, Colibra, Dremio, où tu retrouves à peu près les mêmes infos partout pour de la transparence. Et donc, sur un produit type les daily sales chez Michelin, tu retrouves de quelle source ce produit data est issu, sa description, le plus métier possible. On a un indicateur de qualité chez nous qui va te dire si le data product que tu es en train de consommer, tu as une forte... un stamp, voilà, il est validé par la communauté comme étant extrêmement réutilisable parce qu'on sait qu'en fait, il est très générique, on n'a pas de choses qui peuvent diverger, etc., etc. Et un pendant sur à quel point tu peux créer des indicateurs critiques sur ce data product. Donc ça, c'est ces deux indicateurs, la réutilisabilité et la criticité des usages que tu peux en faire. D'accord. Et le portail ou cette marketplace, c'est l'outil Dremio lui-même ou c'est encore une surcouche développée par Michelin pour... On a aujourd'hui deux façons d'accéder à la donnée majoritairement. Soit tu es habitué à Dremio, tu te connectes directement dans la plateforme et on a beaucoup d'usages qui se font comme ça, puisque tu peux rapidement... D'ailleurs, dans la nouvelle version de Dremio, arrive la possibilité de faire de la semantic search. Tu recherches avec ton natural language, ton langage naturel, pardon, et en fait, tu vas récupérer les produits data qui t'intéressent. Ceux qui sont le plus consommés vont apparaître en premier, etc. Ou alors, tu te connectes à la plateforme Colibra, et là, tu vas avoir plutôt une orientation réellement métier, et tu vas découvrir, suivant une orientation métier, tu vas arriver à la fin sur des produits data, et qui là pourront être dans Dremio. Mais demain, on imagine aussi pouvoir mapper l'intégralité de nos plateformes à l'intérieur de ce même outil Colibra et de se dire, tiens, si plateforme A, plateforme B, plateforme C, si je peux avoir d'ailleurs une réplication du produit data à ces 3 endroits pour servir les usages différents. Et Colibra pourrait être éventuellement un portail, un hub, ce qui est promis aujourd'hui. D'accord. Donc, il y a eu un développement, un bridge entre Dremio et Colibra, c'est ça? Exactement. On a une synchro bidirectionnelle, alors partielle, c'est-à-dire que les données de Dremio vont être remontées dans Colibra, des données de Colibra vont être injectées dans Dremio. D'accord. Et donc, tu peux retrouver aujourd'hui, quand tu te connectes dans Dremio, qui est le data owner, la fréquence, la confidentialité. Et quand tu es côté Colibra, tu retrouves les infos que les gens ont pu mettre côté Dremio, plus un bouton pour demander l'accès à ce dataset s'il est confidentiel, c'est-à-dire qu'il est au-delà de D3, et pas mal d'infos. D'accord.
Et donc ça, c'est un dev spécifique, par Michelin, hein? C'est pas un bridge, qu'on peut trouver dans le commerce, Je sais pas proposé? te dire, Ah écoute, d'accord, OK. c'est antérieur à mon arrivée et comme ça fonctionne, je me suis pas intéressé à ce connecteur en particulier, Ouais, mais on va d'accord. s'y intéresser dans pas longtemps parce que justement, on a des besoins de synchronisation avec, l'arrivée d'Unity Catalog chez nous, au-dessus de la stack Databricks. Heu et on a aussi, l'arrivée et la distinction de plus en plus marquée aujourd'hui entre les couches d'accès comme Dremio et le Metastore Catalog sous-jacent qui permet la création des formats, Iceberg par exemple. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que Colibra se connecte plutôt à un Polaris Catalog qui est le Metastore Catalog open source poussé par Dremio et Snowflake, ou se connecte à l'outil lui-même? Enfin, il y a beaucoup de sujets d'architecture et de neutralité vis-à-vis des vendeurs. Ouais, d'accord. En tout cas, tu pointes des sujets complètement, enfin chauds, de 2025-2026. La semantic layer, l'English engineering, l'intégration des marketplace data et cetera. C'est vraiment le sujet 2025, hein. Exactement, avec toujours hein, la problématique du côté extrêmement attrayant de ces outils, ces plateformes. Il y a une marketplace qui arrive chez Databricks, on a à peu près la même chose, finalement, la même user experience chez Dremio. Il y en a qui s'ouvrent plus carrément aux produits analytiques, où tu peux mettre en promotion des dashboards que tu as créés dans les plateformes. Et à un moment, faut se dire, OK, le monde étant ce qu'il est, sur les 30 dernières années, on n'a pas arrêté d'évoluer les plateformes, on n'a pas arrêté de changer, hein, d'un data stage, à du talent, à ce que tu veux du DBT demain, en fait, il faut qu'on soit capable de facilement changer nos stacks. Et si tu commences à réagglomérer tout dans des outils, certes, qui ont un pattern lakehouse à la base, donc vraiment un open table format, je compose avec mon compute, mais en fait, tu te rends compte que c'est pas si facile. Ouais, ouais, bah, j'imagine. Une belle Bon, promesse, mais dure à implémenter. moi, je sais que c'est une grande équipe, hein, chez côté Michelin et vous avez la capacité justement de réfléchir à toutes ces architectures et de mettre en place, au travers de POC, d'expérimentation, et ça c'est et il y a un volet aussi open source très développé, hein, chez Michelin? Oui, on a cette année une volonté affichée dans le groupe d'être acteur et promoteur de la démarche open source. Donc, par exemple, un concret côté data, il y a un mois de ça, on a donné le go pour commencer à contribuer justement sur la partie Metastore Catalog Polaris et d'avoir déjà un premier développeur qui commence à rentrer dedans, à pouvoir contribuer parce qu'on voit vraiment l'intérêt et on le verra dans 2 slides, mais d'utiliser de plus en plus le protocole Iceberg REST Catalog pour partager les données, mais pas que les données. Aujourd'hui, on n'a plus, enfin, si on caricature un tout petit peu, on n'a plus vraiment l'accès à notre donnée. Notre donnée en soi, elle est extrêmement pauvre parce qu'en fait, la métadonnée au-dessus est extrêmement riche. Ouais. Le RBAC, le ABAC, les métadonnées, toutes les conditions d'usage, de réutilisabilité de ta donnée, elles sont dans les access layers, Unity et Databricks ou Dremio. Et en fait, Dremio nous apporte aussi ça chez nous, c'est se dire à un moment, OK, on découpe, on se base sur de l'open source. Quand on va décrire l'ABAC, le RBAC, on aimerait que ce soit dans le catalogue et Ouais, pas dans les couches hautes. Et plus tu ouais, c'est clair. t'approches du fichier, plus en fait tu es réellement capable de te dire, tiens, un Databricks, je ne redéfinis pas mes règles de sécurité dans cet outil-là, et dans Dremio, et dans Snowflake, je le mets le plus proche de la donnée, et chacun est capable de reconsommer cette donnée avec toute D'accord. l'intelligence qu'on a mis au-dessus. Et Ouais, bah, ça, là, ça peut même, être un voilà. sujet en soi, c'est le shift left, hein, remonter tout en amont, enfin le plus en amont possible, ces aspects sécurité, mais aussi business logic. Exactement. OK. Exactement. Du coup, ouais, un premier retour après 5 ans, effectivement, comme je disais depuis le début, on l'a introduit initialement pour exposer la donnée d'une stack en particulier, la stack corporate, celle qui a la vocation à avoir le plus d'utilisateurs, donc qui est un composé entre du Azure, du Databricks et du Dremio. Côté métier, effectivement, le côté apprécié, j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est la capacité à mettre ça autour d'une logique business. On peut appeler ici un des piliers du data mesh, capable de donner la main aux experts du domaine, avoir une gouvernance computationnelle où tu écris as code les règles de sécurité que tu veux mettre dans l'outil et pas du clic-bouton type no-code. Une UI qui est appréciée. En fait, Ouais. clairement, si tu compares plusieurs produits aujourd'hui, tu te connectes à l'outil, c'est assez intuitif. Alors ouais, effectivement, première journée où tu te connectes, tu dis, oh attends, il y en a un peu partout, mais un peu. J'ai d'autres outils où quand tu arrives dedans, tu te dis, mais attends, j'ai toujours pas cliqué sur la moitié des boutons. Ouais. Une performance qui est au rendez-vous, hein, si tu es là, c'est en même temps vrai, pas vrai, mais en tout cas, la performance peut être au rendez-vous.
suivant comment tu connectes bien tes pipelines, l'accès à la donnée, voilà, on en reparlera, mais clairement, d'être capable aussi de pouvoir connecter directement des bases de données à ton outil, recréer en fait, c'est vraiment cette layer d'abstraction, c'est-à-dire que si tu as un legacy sur une base Postgre, tu peux te dire, bah, attends, les vues que j'expose, je vais arrêter de les exposer directement dans Postgre, je fais cette couche d'abstraction où je recrée les vues, et si moi, techniquement, j'ai besoin de changer le composant Postgre derrière, et ben en fait, l'utilisateur final ne sera pas impacté, parce que je vais lui régénérer les mêmes vues dans Dremio à partir de ce connecteur-là. Ouais, voilà. Bah, d'où l'intérêt de cette couche de fédération, hein, je dirais Exactement. la mécanique du dessous est interchangeable et l'utilisateur, enfin l'interface utilisateur reste la même. D'accord. Et de l'autre côté, mon cerveau me dit ah ouais, mais attends, du coup, tu crées en fait un point de convergence de tous tes flux et il devient très critique ce composant. Ouais, c'est Euh, clair. Ben, donc, on repense déjà à se dire bah, attends, est-ce qu'il ne faut pas un service au-dessus de ça qui est capable de se dire attends, Dremio est up, je passe par Dremio, je passe par le pattern classique, il est down, je suis capable de te reventiler sur un autre compute, toujours accès à la même donnée, etc. etc. ouais, mais c'est toujours comment dire ça, la balance, la bonne balance à trouver entre le full lock-in, Exactement. mais qui apporte beaucoup de valeur parce que toutes les features sont embarquées et puis, rester indépendant au maximum. C'est pas facile, hein? Ouais, 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 Ouais. non, c'est clair. D'accord. Et côté métier, alors côté métier, je veux dire, côté informatique, cette fois, effectivement, la capacité de fédérer les plateformes, d'avoir un peu toutes les données qui convergent dans un même point orienté métier, une approche lakehouse, aujourd'hui, si tu aussi utilises l'outil, mais que tu comprends la philosophie qu'il y a derrière l'outil, c'est vraiment de se dire, on s'appuie sur des stacks open source, de l'iceberg, leur catalogue, en fait, ils avaient Nessie Catalogue avant, maintenant ils ont Polaris, mais les deux étaient open source. Donc, tu es capable de contribuer dedans avec comme c'est du Apache, tu peux réellement être contributeur dans le produit et dans l'évolution de celui-ci. Et donc, si tu vraiment suis le pattern iceberg et compagnie, l'outil est très puissant. Il est construit au-dessus de ça et tu as beaucoup de mécanismes internes pour accélérer tes requêtes qui, si tu t'appuies réellement sur le format iceberg, est extrêmement puissant. Ouais. Il y a une compatibilité qui marche, mais tu perds des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes pour le métier. D'accord. Apache Iceberg, on en parle depuis 2-3 ans dans les meet-up, hein, effectivement, et on sent effectivement que les grandes entreprises vont y aller. Ah Il y a bah, beaucoup de pour nous, là-dessus. le tournant, il était en 2024 avec le rachat de Tabular par Databricks pour quelques milliards de dollars. Beaucoup de spéculation dans le monde de la data entre ils veulent tuer le projet Iceberg ou au contraire, ils veulent se rendre entièrement compliant du projet Iceberg et fermer le gap avec Delta et soit créer un Deltaberg dans 4 ans, soit juste être Iceberg compliant. Et effectivement, pour en avoir rediscuté avec eux, avec Databricks directement, le mot d'ordre qu'ils nous donnent aujourd'hui, c'est on ne veut plus que vous nous posiez la question sur le format, en fait. Les deux fonctionneront en dessous, ça sera du technique et on arrête d'en parler. Ouais, d'accord. Bah, très bien, hein. Voilà, pour nous, c'est parfait. Donc, on a fait un choix chez nous et ce sera Iceberg. D'accord. Et parce que il y avait un petit peu de confusion entre les différents catalogues, les différentes implémentations, mais tout ça, ça va se clarifier, au fur et à mesure, c'est Ah clair. oui, oui, On fera bientôt de l'iceberg comme on fait de l'Oracle ou du Postgre, on fera du read-write depuis plusieurs engines sans savoir que c'est de l'iceberg finalement. c'est ça. Il y a même des implémentations aujourd'hui de Postgre qui sont avec du sous-jacent Iceberg. Ouais. Donc, on Bah, commence à avoir vraiment un écosystème qui pousse fort. ça pourrait être l'objet d'une deuxième émission, c'est un zoom iceberg chez Michelin. Exactement. Ouais, bah, écoute, pour l'instant, on est loin. Tu vois, on est au début de cette journée. On a fait un choix stratégique chez nous de se dire, pour l'interopérabilité de nos plateformes, pour le côté, effectivement, tu vois, où je te disais que Iceberg va de plus en plus, soit dans le catalogue, soit dans le format, récupérer les règles de sécurité, ABAC, AIRBAC et compagnie. On se dit, en fait, c'est un choix judicieux si on a besoin de se découpler de nos vendeurs Ouais. et de récupérer la main sur nos données et avoir une architecture réellement lakehouse. Dans le marché, tu peux voir ça autour du lakehouse 2.0 et te dire réellement, j'ai de la donnée au cœur, unifiée derrière un format. J'ai un catalogue open source et je suis capable réellement de choisir mon compute parce que lui ne va faire que computer la donnée et pas me rajouter toutes les fonctionnalités qui sont cool, hein, mais qui nous complexifient le découplage. Ah ouais, c'est clair. J'y crois fortement, hein, ça va mettre du temps, on va mettre du temps à y arriver, mais je pense que les grandes entreprises, ce sera le pattern, Oui, par oui. défaut d'ici peu, hein. Et c'est la démarche aussi open source de chez Michelin, hein. C'est là, par exemple, quand on rentre dans le projet Polaris, on indique aussi clairement la vocation qu'on a et ce qu'on attend de nos partenaires. Ouais, Et quand on discute, que ce soit avec Databricks, Snowflake, on leur explique chez Michelin, en tout cas, notre vision, elle repose sur Iceberg.
Si vous voulez rentrer chez nous et commencer à travailler avec nous, en fait, la démarche, c'est celle-ci. N'amenez Ouais. pas des fonctionnalités qui nous enferment chez vous, et cetera, et cetera. Ouais, mais c'est bien, c'est que aussi, Michelin a le poids et l'autorité, et la reconnaissance du marché aussi pour, donner une vraie direction au produit. Et il te faut déjà une conviction forte, hein. Le Ouais, premier truc, c'est ta propre conviction, parce que si tu écoutes simplement le marché, ils ont tous des jolies lunettes, ça donne tout le temps envie, et quand tu vois leurs produits, tu te dis: «Mais c'est génial», et non, je suis d'accord. à l'échelle Michelin et heu, chaque plateforme ne peut pas répondre à l'intégralité des besoins, ça n'a pas de sens de toute façon, hein. Chaque moteur, intrinsèquement développé pour répondre à un type d'usage est très bon pour répondre à un type de requête. Ouais, Aujourd'hui, malheureusement, comme tu es enfermé, alors enfermé, tu es bien enfermé, mais ça va, dans une plateforme, tu ne peux pas te dire: «Mais attends, Snowflake fait beaucoup plus sens dans ce use case-là parce que son ouais, moteur est beaucoup plus optimisé pour cette requête». Ben non, c'est ouais, compliqué parce que tu es dans un format particulier, ta sécurité est mise dans un format particulier et l'échange entre les 2 plateformes n'est pas top, top. Et ouais. encore pire quand tu commences à parler de streaming et là que tu veux que ta donnée vole, en presque temps réel entre toutes ces plateformes, ça marche pas bien. Ouais. De toute façon, on restera sur une approche multi-engine, hein. Je lisais que 56 des clients avaient et Snowflake et Databricks Mmh. pour des use cases différents. Voilà, il faudra que je retrouve la source, mais voilà, c'est panaché, hein. Il y a plusieurs engines pour, plusieurs use cases. C'est clair. Exactement, OK. exactement. Et donc, si on revient au challenge rencontré, comme je disais, hein, l'implème de Dremio sur la stack Azure Databricks fait que l'arrivée de Unity Catalog pour exposer la donnée, donc ils ont quitté la partie Hive où finalement ta donnée, elle était dans ton workspace, tu n'étais pas capable forcément de la partager de façon très, très pratique. L'arrivée de Unity Catalog a beaucoup changé le positionnement de Dremio chez nous parce que comme il était au bout d'une stack, les créateurs de données en fait ne voyaient pas de valeur particulière à se dire attends, j'expose dans mon Unity Catalog chez moi, je mets la sécurité là, je peux tout faire ici et reconsommer directement ma donnée pour mon use case suivant. Et dans ton pattern, il faut que j'atterrisse ma donnée dans la DLS, que je remap Dremio. Alors sur Unity Catalog, ça ne marche pas forcément parce qu'il faut que ta donnée soit en iceberg, parce que les connecteurs entre les deux fonctionnent avec le protocole Iceberg REST Catalog. Donc comme notre donnée était Delta historiquement, ça ne fonctionne pas. Ouais, Donc, soit tu te connectes directement à Databricks, mais du coup, tu payes un compute parce que tu vas te connecter directement au SQL Warehouse de Databricks. Enfin bref, compliqué. Et donc, du coup, il a fallu repenser l'outil, repenser. Et en fait, ça a été vraiment un déclic chez nous de se dire, mais attends, OK, l'outil, où est-ce qu'il va demain? Quelles sont nos problématiques? Et on est vraiment sur un repositionnement de l'outil pour fédérer l'intégralité des plateformes qu'on voyait tout à l'heure qui étaient silotées à l'échelle. ouais, d'accord. Bon, ça prendra un peu de temps, un peu Ouais, d'huile de coude, ouais, ouais, mais d'ici peu, ouais, ce sera embarqué finement dans l'ensemble de la stack, quoi. exactement, mais c'est un sujet plein temps du moment. Et effectivement, alors l'autre challenge rencontré principalement sur fin d'année 24 et 25, on a une accélération des usages dans nos plateformes et l'arrivée de Unity qui a mis aussi, voilà, Unity est un produit au-dessus de Databricks qui fonctionne très, très bien avec Delta. C'est logique, hein, c'est un écosystème complet et notre cluster Dremio, comme il servait l'usage self-service et pas forcément des développeurs directement, lorsque les développeurs ont commencé à directement reconsommer les données de Unity et à vouloir continuer à les consommer depuis Dremio, ils ont commencé à avoir des différences de performance parce qu'en fait, notre cluster, il avait été dimensionné plutôt pour un usage self-service. D'accord. Donc, doucement, le FinOps a dit attends, le nombre de VM que vous avez, on va le diminuer tranquillement. Et on s'est retrouvé quasiment avec le cluster minimal qu'on peut avoir côté Dremio, en plus basé sur du format Delta, donc l'outil a souffert de la comparaison. Euh, le temps qu'on se dise, attends, ok, arrêtez, peut remonter des VM, on peut remettre des nœuds, on en a, on augmente la perf, mais en fait, le mal était fait, c'est-à-dire qu'une perception, vraiment juste une perception interne de l'outil est moins performant. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans le détail, tu te rends compte qu'il y a des problèmes plutôt de data engineering, où en fait, ces clusters Databricks qui sont capables de grossir à volonté, c'est très bien, mais si tu as déjà fait le travail de data engineering, d'avoir une belle donnée sous-jacente. Ouais, d'accord. Ta donnée, c'est 1 million de fichiers CSV à lire. Ouais, donc c'est compliqué pour un outil qui est sur un cluster on-prem. D'accord. Une petite idée sur les volumes justement, traités? Tu parlais de d'1 million de CSV, mais en termes de record, c'est Oh, je peux même pas te donner un chiffre. On a rien que sur les plateformes ultimes, donc une entre guillemets «petite plateforme», c'est plusieurs milliards de lignes. La bon, volumétrie du data lake, chez nous, c'est plusieurs pétabytes. ouais, bon, c'est à l'échelle de Michelin, c'est big. Ouais, c'est c'est gros, mais ça, du coup, ça laisse énormément d'opportunités pour optimiser des choses, en fait. On a Ouais, beaucoup, d'accord. beaucoup de travaux à mener sur l'optimisation de nos requêtes, l'optimisation du stockage.
Et voilà. Ouais, bah, c'est un travail sans fin, FinOps, performance, Ah, c'est ça qui est optimisation. excitant, hein, te dire à un moment, je pose jamais le crayon, mais pour une bonne raison, c'est que, si tu poses le crayon, tu vas être en retard très rapidement. Ouais, non, c'est clair. Mais surtout sur ce marché data, c'est absolument gigantesque, toutes les features, les Et releases, chaque les semaine, propositions. hein, je pense qu'à peu près, si tu as une stack, qui couple à la fois du Databricks et du Snowflake, je pense que chaque semaine, tu as une private preview qui t'est proposée. Alors le pire, c'est quand tu arrives près des sommets. Là, tu as une release de 50 annonces quand tu sommes les deux, et tu te retrouves avec tous tes amis geeks du service qui te disent: «Mais attends, il faut qu'on teste ça, ça, ça». Tu fais: «Mais attends, ouais, ouais». Bah, ça a été le cas, hein, le Snowflake Summit, Databricks Summit et puis, et rajoutons aussi, Google, enfin la galaxie Google, ils ont fait des annonces, Ouais. pareil, Et fantastiques. alors, effectivement, dans les stacks, je t'ai pas montré les petites plateformes, mais on a des plateformes qui utilisent GCP, on a et Ouais. cetera. Donc, ouais, assez compliqué. Et donc les opportunités là qu'on va saisir sur les prochaines années et qu'on a déjà commencé, et quand je te disais que, on va sur Iceberg, effectivement, un message clé chez nous, c'est, on va utiliser Iceberg, que ce soit une plateforme autour de Databricks, de Snowflake, une plateforme plutôt on-prem qui va commencer à aller vers dbt. Utiliser les fonctionnalités qui arrivent dans la nouvelle version de Dremio. Aujourd'hui, ils amènent de la scalabilité sur tes clusters on-prem, et donc tu vas pouvoir avoir tes VM qui tournent ou être éteintes, et dès qu'il y a besoin, dès que le CPU commence à être chargé, ou le GPU, ou la RAM, il commence à monter les autres machines. Un autre point, c'est on essaie de pousser de plus en plus sur la standardisation autour de DBT. Ouais. Dans un des talks précédents que tu as fait avec Orange sur DBT, effectivement, un bon rétex. Et effectivement, chez nous, on a besoin aussi à un moment de revenir à quand on gère de la donnée, quand on génère de la donnée et qu'on a besoin de créer des choses pour l'entreprise et pour du long terme dans l'entreprise, utiliser des stacks du PySpark qui n'est pas la version open source, etc., fait que si on a un problème avec l'éditeur, ce que je ne souhaite absolument pas, euh, ça va être plus compliqué que si de base on s'est dit, OK, on a fait le POC, on a démontré la valeur, standardisons-le en SQL, dans DBT, et si besoin, par exemple, OK, sur ce use case-là, vous n'avez pas besoin de tant de CPU, vous n'avez pas besoin de tel type de machine, on est capable de faire par exemple du DuckDB beaucoup moins cher, et de réenregistrer vos tables, soit dans Unity, soit d'ailleurs dans Polaris, etc. Donc ça, c'est vraiment un des autres chantiers qu'on mène en ce moment. Ouais, d'ailleurs, DuckDB, le 2e larron qui a sorti son Duck Lake, hein, un peu compétiteur d'Iceberg quelque part, hein. Il faut qu'on Mais mette le nez bon, dedans, un de ces quatre, mais bon, ça fera l'objet d'un autre recording ça, parce que exactement. c'est mais bon, bien joué de leur part. À voir comment Exactement, ça oui, oui, non, non, c'est vraiment important. Et puis finalement, hein, la complexité, c'est ce que je disais par rapport au repositionnement de Dremio, qui est initialement, il était dans la plateforme A. Là, on voit Unity Catalog, on avait Dremio jusqu'à il y a encore quelques mois. En fait, Unity Catalog, aujourd'hui, il est impossible de s'en passer, parce que quand tu utilises Databricks, si tu veux faire du serverless, si tu veux faire beaucoup de fonctionnalités de Databricks, tu n'as pas le choix d'utiliser Unity Catalog. Ils ne sont pas aujourd'hui capables d'avoir un autre catalogue que le leur. À peu près la même chose chez Snowflake, hein. Tu peux pas, quand tu compares Horizon avec Polaris, parce qu'ils sont compatibles des deux, il y en a un où tu as la donnée, tu as Iceberg et tu es dans Polaris, et l'autre où tu as toutes les fonctionnalités, tout le package de Snowflake qui est dans le catalogue Horizon. Donc pas facile de s'en passer non plus. On a une autre stack qui fait du Databricks et de l'exposition dans Dremio, et on a des stacks on-prem qui sont plutôt aujourd'hui sur du legacy, du Talend, des bases Postgre, et on fait des tables Talend, on ne fait pas d'open format. Mais du coup, voilà, la complexité aujourd'hui, c'est tu as tellement de plateformes que quand tu es un utilisateur final, c'est dur de te retrouver, de retrouver la donnée que tu veux, et c'est encore plus criant avec les use cases AI qui arrivent. Là, j'ai une stat avec la source. Alors, la source vient de Gartner, et donc il y a des sources encore derrière, mais à peu près 60% des use cases AI vont échouer cette année du fait de la donnée et de la complexité de la fédération de récupérer les données. Ouais, c'est ça. Et puis on en revient à cette fameuse couche, sémantique, hein, comprendre le Exactement. contexte. Le contexte engineering, c'est aussi un autre sujet 2025-2026. Exactement. Un des gros sujets du moment, c'est de se dire, pour un use case AI, en fait, la donnée seule, est-ce qu'elle est suffisante ou pas? Ma conviction est que ce n'est pas suffisant. Il va falloir que le métier amène, soit au travers de graphes de connaissances, l'ontologie, enfin, tous ces mondes-là ont à maturer aussi, hein. Comment un LLM demain interroge la donnée finance, sait dans quelle plateforme il doit trouver, dans quelle, au pluriel, plateforme il doit trouver la donnée, Ouais. comment il interroge, et est-ce que tu acceptes, toi, utilisateur final, d'avoir une réponse approximative, enfin probabilistique? Je ne suis pas sûr. Donc, certains éditeurs poussent, par exemple, pour l'arrivée de réponses certifiées, de requêtes certifiées.
Et qu'en fait, si tu tombes dans un contexte particulier, que ta demande elle est dans ce domaine-là, en fait, on sait qu'on peut runner cette requête-là pour toi, qui répond à ton besoin. Donc en fait, Ouais. c'est pas un problème. Mais par contre, on a validé que quand tu demandes les données finances sur le mois de janvier pour les pneus de telle catégorie, en fait, tu as forcément la bonne réponse. Ouais, mais c'est là où on voit en fait, chaque acteur, hein, les Snowflake, Databricks, Google ont une offre très avancée en termes de semantic layer. J'ai vu les dernières démos, c'est assez Ah oui, époustouflant. oui, oui, non, Mais quand on se place dans un contexte Michelin, large enterprise, la couche du dessus et c'est là où peut-être, les outils de fédération ont un rôle super important à jouer, hein, c'est harmoniser tout ça. exactement. C'est là où nous, Dremio nous aide et où le catalogue Polaris, que ce soit Polaris, on ne sait pas encore. Là, on fait un pari. En tout cas, nous, on voit, où est-ce qu'on voit le marché arriver? Doucement, le marché a maturé autour du format iceberg. On a eu UDI, on a eu Delta, on a eu Iceberg et consorts. Doucement, on a quand même une convergence derrière le format iceberg. Là, aujourd'hui, la bataille se fait réellement dans le Metastore Catalogue, puisque si tu contrôles le Metastore Catalogue, tu contrôles l'accès à la donnée. Ouais, d'où le rachat pour 2 milliards de tabulaires à l'époque, hein, Voilà, c'est donc pas tu tous sens qu'il faut tous être compliant iceberg, ok, on y va. ouais, Maintenant, le Metastore prend une place prédominante et l'approche Polaris, c'est de se dire non, mais gardons les trucs cœur au travers de Polaris. Les fonctions annexes, mettez-les en dehors. En fait, quand tu fais un package catalogue, il faut être capable de séparer les choux et les carottes. Il y a des choses qui ont un rapport avec la table, la donnée iceberg et vraiment ta couche là, et des choses comme gérer les modèles AI à l'intérieur d'un catalogue. Je suis pas sûr que ce soit très smart si tu veux pouvoir découper les choses. d'accord. Alors de mémoire, hein, Polaris, c'était initialement développé par Snowflake et puis open sourcé, récemment, il y a quelques mois, je crois, hein. Ouais, ça fait maintenant quasiment un an, hein, le temps passe vite. L'année dernière, effectivement, ils ont annoncé l'open source. Il est Ouais, toujours c'est en ça. incubation aujourd'hui, le projet Apache Polaris. Mais du coup, on a rejoint avec déjà un développeur, un deuxième qui devrait rejoindre début d'année prochaine pour commencer à travailler justement. Parce que si tu connectes Alors voilà, le positionnement de Dremio demain, c'est ça chez nous, hein, c'est de se dire, je veux accéder à la donnée, elle est dans Polaris Catalogue, et quel que soit l'outil, quel que soit le moteur de compute, je sais que la donnée est là. Maintenant, si j'ai besoin que je n'utilise que les données de la plateforme A, libre à toi d'aller te connecter uniquement à la plateforme A, il n'y a aucun souci, et ce pattern fonctionne très bien. Et on va redescendre ces données-là aussi, l'accès à ces données-là dans notre stack on-prem, parce qu'il y a des données qui ne doivent surtout pas remonter, hein. Par contre, on peut les descendre. Et ce qu'on souhaite, c'est en fait que ce petit protocole, la Iceberg REST Catalog sous le trigramme IRC, aujourd'hui, quand tu connectes deux plateformes en utilisant ce protocole-là, déjà tu te limites au format Iceberg. Donc si tu as des gens qui font du CSV ou n'importe quoi, tu ne le vois pas. Donc faut compter. Déjà, il y a une partie dans Polaris qui est d'utiliser d'autres sources que l'iceberg. Et ça, c'est déjà un gros changement qui peut être intéressant pour nous. Et aujourd'hui, si tu es en iceberg quand même, tu n'as accès qu'aux données. Donc, toutes les métadonnées intéressantes ne sont pas là. Donc, ABAC, AirBac, tout le RLS et compagnie. Donc, pareil, Polaris Catalogue en développement, de mettre toutes ces choses-là dans le catalogue, doucement de faire évoluer le protocole Iceberg REST Catalogue. Ça reste une proposal, ça reste dans l'objectif du projet. Mais si on a ça, en fait, tu peux développer tes règles en ayant le focus fédération dans Databricks, Unity Catalog, te dire, OK, j'utilise cette fonctionnalité-là parce qu'elle est compatible du reste de ma stack Michelin. Ouais. Tu l'implémentes, tu as le droit, et de base, elle va naviguer en utilisant soit le protocole IRC, soit un autre protocole, mais au travers de la couche Polaris, et en fait, on aura achevé quelque chose de beau. Ça reste une promesse, et c'est un peu compliqué de se dire quand est-ce qu'on aura ce genre de choses-là. Oui, et puis une autre promesse, je vois tu as mis en tout petit MCP, mais en fait, tout ce que tu viens de décrire, en fait, pourra être exposable via du MCP et Exactement. partagé au reste de l'entreprise, hein. Alors ça reste, un nouveau protocole, c'est passionnant, ça pourrait faire l'objet d'une 3e émission, mais rien que sur ce sujet-là. Parce que je Ah pense oui, que ça, oui, c'est oui. vraiment l'ouverture vers la semantic layer d'entreprise, MCP. Ouais, et la problématique de tout ce domaine-là, hein, moi je vois, c'est la problématique heureuse de notre domaine, c'est il y a 3 ans, tu utilisais Midjourney pour faire de l'AI, la personne que tu dessinais, elle avait 5 doigts, elle ressemblait pas vraiment à une humaine. Aujourd'hui, tu fais des vidéos réalistes, et tout ce domaine de l'IA générative, LLM ou modèle de diffusion explose. Et en fait, tout ce que tu construis aujourd'hui est obsolète dans un an. Donc en fait, c'est extrêmement compliqué de se dire, mais attends, sur quelle structure, quelle base on va s'appuyer. Mais au moins, si on met la donnée à un seul, à peu près, non pas à un seul endroit, mais fédérer un endroit avec la partie sémantique et la connaissance business, on aura déjà gagné un truc, et on sera capable d'intégrer ce genre d'outils demain. Parce que pour l'instant, ça mature, hein, ça évolue tellement vite que. Ouais.
Parfois ça me rappelle le temps d'Hadoop où en fait chaque mois il y avait une nouvelle librairie, une nouvelle version, un Zookeeper, V2 qui remplaçait le V1 3 mois avant. Bah, voilà, Exactement. c'est un petit peu ça. C'est vrai que c'est riche, on dira. Ah ouais, non, complètement, c'est juste dingue, mais bon, écoute, c'est passionnant, donc. On est d'accord, c'est clair. Et Donc voilà. Et alors, un petit message, si tu vois, sur la stack basse, il y a pas mal d'icônes qui ont évolué entre les deux slides, mais j'ai passé discrètement le message. Mais iceberg first, hein, c'est ce qu'on voit dans la colonne de gauche. Doucement, on essaie de se découpler aussi pour tout ce qui doit tourner. Le cœur, en fait, presque la donnée qu'on pourrait qualifier de silver, la donnée cœur Michelin, on aimerait doucement qu'elle passe de stack vendeur à mettez ça dans DBT. Et donc, c'est ce qu'on voit en bas, c'est un projet qui s'appelle DOS en interne, Data Operating System. Et donc, la couche on-prem va l'utiliser dans les prochains mois et années. Et on aimerait que la stack cloud s'en inspire. En fait, d'accord. dans la stack cloud, tu as l'avantage d'avoir accès à des outils phénoménaux et fabuleux. Et donc, tu sens moins le besoin de standardisation et d'utiliser des trucs un petit peu open source et compagnie, parce que tu as accès à des super outils. Les stacks aujourd'hui prem, tu es dans Talend, utiliser du DBT, ça ne peut être que bénéfique et ils ne voient pas. Ils y voient un intérêt et ils ne voient pas de contraintes particulières parce qu'ils n'ont pas accès à ce genre d'outils comme Databricks ou Snowflake. Ouais, d'accord. On n'en a pas parlé beaucoup, mais l'on-prem reste, important, hein, pour les Obligatoire chez nous, ouais. sujets, D1, c'est ça? Enfin, sécurité Exactement. absolue. D'accord. Donc avoir un produit, compatible cloud et on-prem, c'était mandatory, quoi, hein? Là, c'est en fait Dremio chez nous, s'il apporte pas la partie on-prem, en fait, on perd la partie fédération Voilà. finalement. Et tu te dis, bah, en fait, non, j'ai plus besoin du produit. Je vais faire Ouais, autre chose. très clair. Et aujourd'hui, il est extrêmement puissant parce qu'il n'oublie pas l'on-prem, comme des acteurs comme DataIQ ou autres encore. Mais c'est important pour nous. On-prem, je le prêche depuis longtemps, hein, mais c'est vrai qu'il y a cette mode du cloud qui est facile, flexible, immédiate, mais l'on-prem pour la Ouais. souveraineté, plutôt, À l'échelle, à un moment, il faut rationaliser parce que ça coûte cher. ouais. On a quelques sociétés dans l'écosystème data qui ont fait marche arrière et qui ont arrêté de faire du cloud. Parce que l'élasticité du cloud, ce côté où tu as accès à tout, ça pousse au crime aussi. Ouais, non, mais c'est clair. Ça a un coût. Être compatible, cloud et on-prem, ça a un coût pour les éditeurs, mais aussi pour l'utilisateur final, hein, on est Non, d'accord. complètement. Mais, Et il voilà, faut un sujet savoir où mettre passionnant et on a ouais. encore beaucoup de choses à se dire, je pense, sur beaucoup de sujets, parce que Bon, en il y tout a cas, génial. Écoute, je crois qu'on arrive à la fin de la présentation. Je crois le mot de la fin, c'est ça. Ben, en tout cas, merci pour ce témoignage. On voit effectivement la tendance, hein, la roadmap, la couche de fédération, transverse, l'on-prem, le cloud, l'accès, à différentes sources et puis cette fameuse semantic layer dont il faudra reparler parce que c'est vraiment un enjeu super important. exactement. Donc, mais en tout cas, merci pour ce brief et je vois qu'il y a plein de sujets. MCP, j'ai noté, ça c'est un truc, ça me passionne aussi. On J'ai en rediscutera sans prototypé des souci. choses de mon côté, c'est vraiment passionnant. C'est très neuf encore, ça manque un petit peu de robustesse ou de performance, mais je pense que ça va vraiment changer la donne, la façon dont on pense les architectures aussi, très Ouais, prochainement. tout à fait. Donc, bah, écoute, merci pour ça, pour Merci à ce toi, brief c'était un plaisir. et à très bientôt pour la suite des histoires, chez Michelin. Merci. À bientôt. À bientôt.